Donc aujourd'hui, venir dire qu'il faut le faire de manière consensuelle, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Aujourd'hui, il est très clair que le peuple demande cette réforme juridique et tout simplement pour la défense de la démocratie. Et la gauche ne se bat pas pour la démocratie aujourd'hui, elle se bat pour garder le pouvoir entre les mains. J'ai le plaisir, comme j'ai annoncé dans la présentation de cette heure d'actualité, d'être en ligne avec Nili Naouri. Nili, bonjour, Boker Tov. Boker. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente d'Israël Forever, mais vous êtes avant tout, on va dire, juriste et vous êtes bien entendu très intéressée. Vous êtes certainement penchée sur la réforme juridique de Yariv Levin. Quel est votre avis sur cette réforme, on va dire, extrêmement controversée ? C'est enfin le retour d'une véritable démocratie. On avait jusqu'à présent une oligarchie des juges, une véritable dictature où les juges s'autonomaient et bien entendu selon leur position progressiste et d'extrême gauche. Et c'est eux qui faisaient en fin de compte la pluie et le beau temps en Israël. La Knesset comptait peu puisque les juges se donnaient l'autorité d'annuler des lois et même des lois fondamentales. Et depuis donc la fameuse réforme juridique qu'a décidé Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême il y a déjà presque 30 ans, eh bien c'est véritablement, c'était un contre-pouvoir qui décidait finalement de la politique même du gouvernement israélien. Et donc même si nous avions une droite au pouvoir, eh bien c'est les idées d'extrême gauche de la Cour suprême qui prévalaient. Et qu'est-ce que vous répondez à Aaron Barak lorsque celui-ci dit, en critiquant, comme il l'a fait hier de manière très virulente, la réforme de Yariv Levin, lorsqu'il dit nous avons utilisé ce pouvoir avec, on va dire, avec midatiout, c'est-à-dire de manière raisonnable, puisque en 20 ans, eh bien, nous avons modifié, nous avons cassé seulement 21 clauses de loi, et pas des lois entières, de l'État d'Israël. Donc nous avons été prudents lorsque nous avons utilisé ce droit. D'abord, il ne s'agit pas de nombre, mais il s'agit d'ampleur de ces décisions. Je vous donne juste un exemple. La décision, par exemple, de renvoyer chez eux les migrants illégaux. Vous savez à quel point les habitants de Tel Aviv Sud sont en véritable détresse. Le fait qu'il y avait des dizaines de milliers de migrants, de clandestins qui arrivaient dans le pays chaque mois, met en cause, en danger le principe même de l'État juif. Et donc, lorsque le gouvernement décide de les renvoyer chez eux, eh bien, nous avons une Cour suprême qui décide que ça n'est pas raisonnable de le faire, que cette décision n'est pas légale, et donc il décide de ne pas approuver la décision du gouvernement. Lorsque le gouvernement décide de faire exploser la maison d'un terroriste, et c'est une politique que le peuple veut pour endiguer le terrorisme en Israël, et qu'on a des juges de la Cour suprême qui décident de ne pas le faire parce que ça n'est pas raisonnable. Il y a encore la famille du terroriste qui y habite, vous comprenez. Donc là, il s'agit d'une ingérence dans la politique du gouvernement. Et lorsqu'on a des millions de personnes qui élisent un gouvernement qui veut pratiquer une certaine politique et qu'on a un contre-pouvoir qui se donne, qui s'arroge le droit qu'il n'a pas dans la loi, n'est-ce pas, mais qui s'arroge le droit d'annuler des décisions gouvernementales, eh bien nous sommes dans une dictature judiciaire. Est-ce que vous avez des exemples, on va dire, d'ingérence politique, véritablement politique de la part de la Cour suprême, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait donner le sentiment que la Cour suprême s'immisce dans un débat politique? Voilà, je viens de vous les donner, le fait de ne pas faire exploser les maisons de terroristes, ou le fait de ne pas renvoyer des immigrants clandestins dans leur pays d'origine. Ça, ce sont des ingérences dans la politique gouvernementale. Lorsque aujourd'hui, on a 2 400 000 personnes qui ont voté, alors que pour un gouvernement qui a présenté dans sa campagne électorale le fait qu'il était nécessaire de faire une réforme juridique pour récupérer notre démocratie, et qu'on a un gourou, Aaron Barak,
qui décide que ça n'est pas légal, vous comprenez bien que cela veut dire que les juges pensent que c'est eux qui doivent décider ce qui est légal ou pas, alors qu'on a un législateur, je vous rappelle, c'est la Knesset. La Knesset est élue par le peuple. Et c'est ça l'essence même d'une démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, et certainement pas à une élite qui s'autonome, qui s'autogère, qui décide ce qui est préférable pour le peuple, qui pense mieux savoir que le peuple, parce qu'il considère que le peuple est analphabète, n'est-ce pas, puisque il n'y a qu'une certaine élite qui est capable de savoir ce qui est bon pour un pays ou pas. Donc, et je vais vous dire encore mieux, lorsque hier on voit quelques milliers de personnes qui se sont réunies dans une manifestation de la gauche à Tel Aviv, et qu'on a vu brandi les torchons de l'OLP, on comprend de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de défendre la démocratie de l'État d'Israël, il s'agit de défendre des valeurs d'extrême gauche, la partition de notre pays, et effectivement les décisions de la Cour suprême s'inscrivaient tout à fait dans cette idéologie. Donc on voit quelles sont les forces en présence. Or aujourd'hui, il y a eu des élections. Malheureusement, la gauche minoritaire et à la tête cette élite ne respecte pas la décision des urnes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire un putsch politique, juridico-politique contre Netanyahou, contre le leader de droite. Et on voit aujourd'hui, même dans l'enceinte du tribunal même, à quel point les accusations sont en train de fondre comme peau de chagrin. Donc ils ont essayé ce putsch politique. Ils essayent aujourd'hui de faire la révolution dans les rues. Le gourou Aaron Barak a déjà menacé hier soir dans ses interviews d'une guerre civile. Donc on a des menaces même de guerre civile, alors qu'ils ont perdu dans les urnes. Et c'est ça la véritable démocratie. Lorsqu'ils auront compris qu'il faut respecter le pouvoir du peuple, on sera dans une situation beaucoup plus favorable. Alors, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la proposition de Benny Gantz qui suggère tout simplement d'instaurer une réforme, effectivement, mais de la faire de manière consensuelle autour de d'une table de négociation, que les choses se fassent de la manière, on va dire, effectivement, d'une manière démocratique, c'est-à-dire en essayant de ne pas briser, on va dire, les socles sur lesquels, on va dire, la démocratie israélienne repose. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que si c'est imposé de manière coercitive par l'actuel gouvernement, eh bien lorsque un autre gouvernement reviendra au pouvoir, comme celui d'Yair Lapid par exemple, eh bien il mettra de l'autre côté, il annulera toutes ces lois et il instaurera de nouvelles lois qui vont dans le sens de la gauche et du centre-gauche? Écoutez, de toute façon, on a vu pendant 1 an et demi à quel point la gauche était capable de promouvoir son agenda politique. Et il n'y a aucune raison pour laquelle la droite, qui est arrivée au pouvoir largement majoritaire avec 64 mandats, et il faut aussi remettre les choses en place, n'est-ce pas? Il n'y a pas moitié-moitié au niveau de la Knesset. On a les voix arabes qui n'ont pas leur mot à dire sur le destin du peuple juif dans sa patrie retrouvée. Donc, il y a une majorité claire et nette qui s'est prononcée lors de ces dernières élections pour cette réforme juridique. Il n'y a pas de raison de le faire de manière consensuelle, parce que la manière consensuelle, ils ne l'ont pas recherchée lorsque Aaron Barak, il y a 30 ans, a décidé de faire une réforme juridique et d'imposer un activisme juridique. Il n'a pas essayé de chercher à le faire de manière consensuelle. Il n'y a pas eu de débat avec la Knesset, ni avec le gouvernement à l'époque. Il a décidé que la Cour suprême savait mieux ce qui était bon pour le peuple. Donc aujourd'hui, venir dire qu'il faut le faire de manière consensuelle, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Aujourd'hui, il est très clair que le peuple demande cette réforme juridique, et tout simplement pour la défense de la démocratie. Et la gauche ne se bat pas pour la démocratie aujourd'hui, elle se bat pour garder le pouvoir entre les mains. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la gauche sort dans la rue, c'est la raison pour laquelle la gauche a peur, parce qu'ils ont compris que finalement la droite a enfin saisi que d'être au pouvoir n'est pas suffisant. Il faut aussi régir, avoir le contrôle des contre-pouvoirs, et c'est-à-dire dans les médias, le système juridique, dans l'académie, dans la culture. Et aujourd'hui, nous avons la nomination de ministres qui ont compris cela et qui vont réaliser les réformes qui sont nécessaires
pour que lorsque le peuple vote à droite, il obtient une politique de droite. Et parce qu'on a vécu pendant des dizaines d'années, même si Menachem Begin en 1977 a fait un renversement et a repris le pouvoir de la main des communistes, eh bien, en tant que gentleman, il n'a pas voulu changer l'administration, il n'a pas voulu faire les réformes qui étaient nécessaires. Et finalement, la gauche gardait tous les contre-pouvoirs qui lui ont permis de continuer à gérer le pays, même si le pouvoir était à droite. Donc, nous allons mettre un terme à cette situation. Nous allons véritablement promouvoir une politique de droite dans tous les domaines. Une dernière question concernant le timing de la déclaration de la conférence de presse de Yariv Levin. On a dit que finalement, il avait mis un couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe de la Cour suprême à la veille du débat autour de la nomination d'Aryeh Deri pour permettre justement, pour mettre on va dire la Cour suprême le dos au mur. Est-ce que vous pensez que c'était délibéré de sa part, de la part d'Yariv Levin? Non, je pense que le gouvernement a agi de manière très rapide dans énormément de domaines. Beaucoup de ministres ont déjà annoncé leur politique et leurs réformes en cours. Ça n'est pas le seul et il a fait rapidement comme l'ont fait les autres ministres. Mais de toute façon, même un Mendelblit, l'ancien conseiller juridique du gouvernement, qui était l'artisan véritablement du putsch politique, juridico-politique contre Netanyahou, a lui-même dit que au sujet de l'enquête contre Aryeh Deri, que une montagne a accouché d'une souris. Donc, on sait bien que le but est bien entendu de faire tomber tous les leaders des partis de la coalition actuelle. On connaît les méthodes bolcheviques qui consistent à rechercher des dossiers contre ces leaders au moment opportun. Donc, il y avait même une décision juridique selon laquelle, même en l'état actuel, sans la modification de la loi fondamentale qui a permis à Aryeh Deri d'être nommé ministre, même sans cette modification, il aurait pu être nommé en tant que ministre. Je vous rappelle qu'il y avait eu un arrangement qui avait été fait avec lui avant la fin de la dernière Knesset. Il avait démissionné justement pour pouvoir se représenter à cette Knesset. Donc, toutes ces bassesses, ces calculs politiques sous couvert de juridique ne viendront pas au bout de la décision du peuple. Le peuple a voté également pour que Aryeh Deri soit ministre. Le parti Chasse a reçu beaucoup de mandats. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas exercer en tant que tel. Nili Naouri, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de cette réforme du ministre de la Justice Yariv Levin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov.